Merci de choisir la télévision du Burkina pour vous informer. Bienvenue à l'édition de la mi-journée. Les titres: transformer les frontières en des espaces de cohésion sociale et de développement. Le gouvernement burkinabé entend créer les conditions. Engagement pris au cours de l'édition 2020 de la Journée africaine des frontières, commémorée hier à Niangologo. Les échos de cette commémoration dans un instant. Dans ce journal également, les échos de la campagne agricole et nous irons dans les Yoba et dans les Cascades, une campagne qui s'installe timidement et les travaux champêtres vont de la préparation des champs au labour et semis par endroits. Constat à tout à l'heure. Et puis la courbe du Covid-19 continue d'infléchir partout, sauf au Brésil et en Iran. Passé la période aiguë de la pandémie, la phase 2 du déconfinement déroule son programme avec cependant une grande prudence. Masques, distanciation sociale et quarantaine restent de mise dans plusieurs pays. Le point sur la situation de la pandémie dans le monde en fin de journal. Tout de suite, cap sur Fada, où le président de l'Assemblée nationale est en conclave avec des élus locaux. Première étape d'une série de rencontres prévues par la représentation nationale. De ces échanges devront sortir des propositions de solutions aux défis de la lutte contre le terrorisme et les échéances électorales à venir. Le reportage de Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Une délégation de l'Assemblée nationale en tête-à-tête avec les élus locaux de la région de l'Est. Objectif: échanger sur la situation sécuritaire dans cette zone. Le Burkina compte actuellement plus de 800 000 personnes déplacées internes et 5 régions sont touchées par ces phénomènes. Fadangourma est la première étape de cette série de rencontres initiée par le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, M. Alassane Balassah Kandé, a eu cette idée genieuse d'aller sur le terrain, d'abord avec les élus donc, de ces différentes régions, pour toucher du doigt les différentes réalités. Ensuite, avec les principaux intéressés, à savoir les forces de défense et de sécurité, les déplacés internes, les autorités locales, faire le point de la situation. Et bien sûr, ça va permettre à l'Assemblée nationale, dans son débat de tous les jours et dans sa mission régalienne de contrôle de l'action gouvernementale, une fois de plus, d'interpeller, le cas échéant, le gouvernement. Fédérer les énergies pour vaincre le terrorisme, c'est le souhait de tous ces acteurs réunis ici. Nous vivons des moments très très difficiles. Vous devez le savoir, actuellement Fada, c'est plus de 25 000 déplacés internes. Et chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles vagues qui se déversent sur Fada et dont nous devons prendre en charge. Pour nous, cette réflexion vient à point nommé et nous espérons que des solutions à la hauteur de nos attentes sortiront. Pour cette première journée, les participants vont échanger, entre autres, sur la contribution de la 7e législature à la lutte contre le terrorisme et sur l'option pour la CENI concernant l'élection du 22 novembre 2020 dans la situation sécuritaire actuelle. La restitution des travaux est attendue pour demain. 7 juin, journée africaine des frontières au Burkina. L'événement a été commémoré à Niangologo dans les Cascades. Pour l'édition de 2020, le gouvernement a pris l'engagement de créer les conditions pour faire des espaces frontaliers, des espaces de cohésion sociale et de développement. Un challenge qui nécessite l'implication des populations et les autorités locales de ces zones. Images et commentaires de la commémoration avec Hassan Gourabou et Karim Sissi. Faire des espaces frontaliers, des espaces d'intégration, de solidarité, de cohésion sociale et de développement, c'est le défi que s'est lancé le Burkina Faso. Un défi porté à la connaissance des populations ici à Niangologo au cours de la commémoration de l'édition 2020 de la Journée africaine des frontières. Ce choix traduit la volonté de l'État d'œuvrer pour une véritable intégration des populations frontalières. La frontière est une ligne imaginaire, mais qui ne peut pas empêcher les relations de bon voisinage, les relations de développement qui existent entre les populations au niveau de ces frontières-là. Au-delà des difficultés que nous avons intérêt à créer un espace sécurisé
où les gens peuvent vivre en paix et faire des activités de développement. Cette année, la commémoration de la journée africaine des frontières se déroule dans un contexte où les frontières terrestres sont fermées du fait de la maladie à coronavirus. Occasion pour les maires des communes frontalières de faire quelques doléances aux autorités présentes. Nous souhaitons que des projets puissent être en tout cas formulés à l'endroit des populations des frontières, à même de les permettre de pouvoir se fixer, voilà, de s'épanouir davantage pour le bien de nos populations. Une délégation des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire a effectué le déplacement de Niankoloko. Elle a tenu à témoigner sa reconnaissance au gouvernement burkinabé pour les efforts consentis dans le but de rapprocher les peuples. Quand tu regardes Niankoloko ici ou Angolo, c'est les mêmes personnes. Donc quand j'ai reçu les informations par le protocole de ministre d'État, j'ai dit que vraiment c'est normal que je vienne participer et les soutenir moralement, à encourager nos États et pour qu'ils puissent multiplier ces cérémonies pour montrer les peuples africains que nous sommes un, on reste un. Instituée en 2010 par l'Union africaine, la Journée africaine des frontières est célébrée chaque 7 juin. Et c'est en 2013 que le Burkina Faso a célébré pour sa toute première fois cette journée. À Bobo Dioulasso, des femmes et des hommes des médias étaient à l'école du traitement de l'information en temps de crise. L'initiative est du ministère de la Communication avec l'accompagnement de l'OMS et du PNUD. Manika Ien et Kadouro Menki. Communiquer pour éviter une crise et non être à sa base. Tel est l'enjeu de cet atelier qui se veut un cadre de partage d'expériences avec en perspective l'amélioration des connaissances des journalistes sur le traitement de l'information en période de crise. Je crois qu'il faut que cet atelier soit salué. Et nous avons la chance d'avoir donc à la fois Rodrigue Barry par vidéoconférence, mais également Serge Théophile Baliman, qui sont dans le métier, dans le traitement de l'information, la collecte, la diffusion des références et qui ont une expertise pour nous ramener aux choses essentielles. La presse constitue un noyau clé dans la gestion des crises par les gouvernements. Et il est attendu des hommes et femmes de médias plus de professionnalisme dans le respect des standards du métier. Parce que l'engagement communautaire repose aussi sur une bonne communication, une information qui ne crée pas la panique, une information qui nécessite d'obtenir l'adhésion des populations. L'atelier de Bobo Dioulasso intervient après celui de Ouagadougou. Les principales thématiques abordées étant la déontologie journalistique, appliquée à la gestion de l'information lors des crises et catastrophes sanitaires, et la gestion des fake news. L'école par la radio pour les enfants déplacés internes de la région du Nord. En attendant de meilleurs jours pour ces enfants, l'UNICEF et le Centre diocésain de communication lancent un programme radiophonique. Des clubs d'écoute sont prévus sous la supervision d'un encadreur. Nous en saurons davantage dans ce reportage de Kwil Pigat, Pascal Tapsoba et Kuala. Les élèves affectés par l'insécurité pourront désormais continuer à apprendre grâce aux leçons qui seront diffusées à la radio. Le programme Éducation par la radio, c'est la réponse à la crise sécuritaire qui est à l'origine de la fermeture de milliers d'écoles. C'est une approche nouvelle développée par l'UNICEF en partenariat avec le ministère de l'Éducation et en vue d'apporter une réponse face à l'urgence, face à la situation sécuritaire et qui impacte négativement l'éducation des enfants. 30 clubs d'écoute seront créés dans le cadre de la mise en œuvre du programme Éducation par la radio. Ils seront dotés de postes radio grâce à l'UNICEF. Ce nouveau programme tiendra sur 9 mois, d'avril à décembre 2020. Les régions concernées sont le Nord, le Centre-Nord et le Sahel. Une très bonne campagne agricole, c'est ce qu'espèrent les producteurs de la région des Cascades, une région où les pluies se font pour le moment rares. Rien d'alarmant, rassure le directeur régional de l'agriculture. Pour l'heure, tout est fin prêt pour le démarrage de la campagne, nous disent Hassan Gourabou et Karim Sissé. Issa Soulama est un producteur agricole basé à Signena, dans les Cascades. Cette année,
Ce producteur a profité des premières pluies pour emblaver une partie de son exploitation en maïs. Et aujourd'hui, il est en plein sarclage. Cette année, la campagne s'installe difficilement. Les pluies se font rares. Le peu qui est tombé au début n'a permis de faire ce que vous voyez. Mais le reste de mon champ attend toujours. On prie Dieu pour qu'il y ait une bonne pluviométrie. En Nafuna, dans l'exploitation agricole de Tiakoubia Sirma, l'heure est toujours à la préparation des sols et au labour. Une situation due à la rareté des pluies en ce début de cette campagne agricole. La quantité des pluies tombées jusque-là dans cette localité ne permet pas à ces producteurs de faire des semis. Présentement, c'est les pluies rares. Bon, on a vu ça avec l'année passée, c'est pas la même chose. Bon, présentement, si pluie vient, c'est beaucoup de vent qui vient gâter les trucs là. L'eau là, ça ne vient pas beaucoup. Si on laboure, on va trouver il n'y a pas d'eau. Donc c'est un peu dur. On ne peut pas s'aimer ça. Au dire du directeur régional en charge de l'agriculture des Cascades, environ 15% des terres cultivables ont été emblavées à la date du 6 juin. Marius Sanou se dit optimiste quant au bon déroulement de la campagne agricole dans la région. Et nous, techniciens, quand on observe un peu la tendance, et également les prévisions météorologiques, et pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous sommes à la première décade de juin. À notre avis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cette année, l'État a mis à la disposition des producteurs des Cascades 1000 tonnes de semences améliorées et 1862 tonnes d'intrants agricoles. Pour la semence, nous avons reçu déjà la semence qui est en phase de distribution, parce que nous avons tout acheminé dans les communes et la distribution est en cours selon le nouveau mécanisme. Pour la campagne agricole humide 2020-2021 dans les Cascades, il est prévu d'emblaver 460 460 hectares et la production attendue est de 500 000 tonnes, toutes spéculations confondues. À présent, les échos de la campagne agricole dans la province du Yoba. Déjà, quelques pluies et les opérations de labour, d'épandage de la fumée organique ou encore de semis occupent pleinement les producteurs. La grosse pluie d'hier est vue par ces producteurs comme le démarrage effectif de la campagne 2020-2021. Alidou Badini et Ernest Kambiré de retour de Dano. Une grosse pluie sur Dano et ses environs et plus de temps à perdre pour ces producteurs du Yoba dans le sud-ouest du Burkina. La campagne agricole 2020-2021 s'installe et les activités de préparation du sol occupent chaque famille de producteurs dans la région. Thomas Dakin Pouda et ses enfants sont ici en plein dans des activités de labour. Sur 1,5 hectare, ils comptent emblaver du maïs. Hier, soi-même, c'est bien plus de mettre ce côté. Donc on commençait à labourer à 8 matin, 8 heures là. En tout cas, quelqu'un se débrouille aussi pour avoir à manger. Dans cette autre exploitation familiale, le labour est quasiment terminé. Et après la pluie, le temps presse. Denis Bié-Poda et les siens peuvent enfin passer au semis. Donc, il y a une nouvelle lambrée à Gon. Donc, j'y vais m'aller mettre Brana et Zélan à Outunson à Sawavla. Donc, à Niana. Dans nous, au salon à Nawakanya. Tu vas pas ça tout serré. As un salon où j'y vais m'envoler, ou Wayaway. J'y vais m'envoler. Mais Cavallo, un cavallo d'un. Mal le traitera. Et à Dankaba, ma traitera comme Sanji Benaka, Datuguno, Olumba et traitera. Yoroton Janlo et Yadan. Voilà, Sanji Benaka, Chorotin, sinon. Des semis pour ceux qui sont suffisamment avancés, mais aussi des activités de traitement ou encore dépannage de la fumée organique comme ici, dans ces exploitations en haute terre. Bon, allez qu'on bande maintenant. Dans ce bas-fond risicole de Zoupieli, non loin de Wessa, les activités de piquetage et de fabrication des diguettes occupent les exploitants qui entendent ici faire du programme présidentiel 1 million de tonnes de riz paddy
une effectivité. Ici, nous nous mettons à l'œuvre. Vous voyez déjà que c'est le piochage qui ont commencé. Il y a l'information aussi qui est là pour acquérir des intrants. Voilà, nous avons demandé à ce que les producteurs aussi puissent mettre de la fumure organique. Et que voilà, le début de la campagne ici, c'est déjà déterminé. Donc tout le monde doit s'aimer du 1er au 20 juin. La mousson est de retour et plus de temps à perdre. Plus de 600 hectares sont déjà emblavés en maïs, en sorgho, en coton et en riz, nous a laissé entendre le directeur provincial de l'agriculture, ici en mission de supervision. Vous voyez qu'avec cette humidité, en tout cas bientôt dans la semaine, là, on peut avoir, en tout cas on peut constater de la levée, en tout cas au niveau des différentes spéculations. Mais on dit qu'on est en retard, non. Je pense qu'il n'y a pas de retard comparativement à l'année passée. L'année passée, c'était même plus inquiétant. En Daba ou en Charrue, les producteurs du Yoba mettent le cœur à l'ouvrage pour réussir ces premières opérations culturelles de labour, d'épandage de la fumure organique ou encore de semis qui ouvrent la porte à une bonne campagne de production agricole. Passé la phase aiguë de l'épidémie de coronavirus, le déconfinement se poursuit avec cependant une grande prudence. Nous sommes hors de nos frontières. Pas question de laisser place à un rebond de la maladie. Masques, distanciation sociale et quarantaine sont de mise, des mesures qui impactent fortement le secteur du tourisme. Le point sur la situation de la maladie dans le monde. Le Royaume-Uni poursuit son déconfinement, mais une mesure drastique est adoptée, la quarantaine pour tous les arrivants dans le pays, britanniques ou non. Une auto-isolation à la même adresse pendant 14 jours sous peine d'amende. Pas question pour Londres, qui a enregistré plus de 40 000 morts du coronavirus, de voir l'épidémie repartir à la hausse. Mais cette quarantaine, c'est la hantise du secteur aérien et du tourisme, déjà à l'agonie. Ryanair a appelé à y mettre fin immédiatement et un recours en justice a été lancé. En Espagne, où le tourisme compte pour 12% du PIB, la réouverture des frontières internationales est toujours prévue au 1er juillet. Comme vous le savez, le 1er juillet, le tourisme étranger reviendra. Il est essentiel que les transports soient régis par des protocoles de sécurité sanitaire harmonisés et approuvés par tous les États membres. Une prudence qui reste aussi de mise en Italie, l'un des pays européens qui a le plus souffert du Covid-19. Au Vatican, le pape lui-même y est allé de son avertissement. Votre petite présence sur cette place est un signe qu'en Italie, la phase aiguë de l'épidémie est terminée. Mais attention, ne criez pas la victoire, ne criez pas victoire trop tôt. Beaucoup plus loin des frontières de l'Europe, en Arabie Saoudite, les cas de coronavirus ont dépassé 100 000, avec plus de 3 000 au cours des dernières 24 heures. C'est le pays arabe du Golfe le plus touché et on ne sait pas encore si le pèlerinage de la Mecque sera maintenu fin juillet. Au Brésil, de plus en plus de protestations s'élèvent contre la manipulation des chiffres de la maladie par le gouvernement. Plusieurs autorités officielles ont dénoncé la suppression du site qui donne le bilan total du nombre de morts. Les opposants au président Bolsonaro ont manifesté, reprenant aussi les slogans du mouvement Black Lives Matter. Coup dur pour les groupes terroristes au Sahel après l'élimination d'un chef djihadiste au Mali. Le sujet est largement commenté par la presse burkinabé. Les quotidiens consacrent également plusieurs colonnes aux échéances électorales à venir. La revue de presse de Vincent Kendribiougou. À contre-courant, un éditorial de Citoya sur la tenue des élections le 22 novembre. Le journal est quelque peu surpris de la sortie médiatique de l'ONA, l'opposition non affiliée qui est plutôt contre la tenue de scrutin à la date fixée, évoquant un contexte sécuritaire difficile, ce qui est contraire à la convergence de vues entre le CFOP et la majorité présidentielle, tous favorables à des élections à bonne date. Selon le journal, cette position de l'ONA frise l'opportunisme, qui est loin d'être un péché en politique, mais au regard de la situation actuelle du pays, il convient de se garder de toute posture dont la conséquence serait la dégradation d'une situation déjà critique, conséquence de l'inconstitutionnalité au sommet de l'État après le 22 novembre.
Barkhane Anibara, les félicitations du journal Le Pays aux forces spéciales françaises pour l'élimination du patron d'AQMI sur fond de manifestations anti-Ibeka au Mali. Abdelmalek Droukdel, la tête qui vient de tomber sous les drones français, n'est pas n'importe quel terroriste. Héritier de Ben Laden, dont les lieutenants ont inscrit des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans le chapitre de la mort à force d'attaque. Il est légitime que les Français n'aient pas le triomphe modeste, mais l'annonce de l'exploit a coïncidé avec les manifestations anti-Ibeka à Bamako, comme sciemment planifié pour étouffer les bruits de rue à Bamako. L'imam Diko à la tête de la manif n'est pas sans inquiétude pour la République, lui qui est favorable à des négociations avec les groupes terroristes sans qu'on ne sache qu'est-ce qu'il est prêt à concéder aux terroristes. Et si la peur changeait de camp, s'écrit l'observateur Palga, le coup dur n'est certes pas encore le coup fatal, mais l'élimination d'Abdelmalek Droukdel est un signal fort que les alliés de la lutte contre le terrorisme au Sahel donnent à tous les chefs djihadistes qu'ils ne sont pas comme des poissons dans l'eau. Le dispositif de la traque va tôt ou tard se resserrer autour d'eux et ils pourraient être frappés partout au Sahel. L'éclipse est totale et définitive pour l'émir caché d'AQMI, commande aujourd'hui au Faso, et la perte est grande pour son organisation qui se voit diminuer d'un grand chef, un vétéran du terrorisme depuis les années 90, mis hors d'état de nuire. Même s'il sera remplacé, la Katiba se retrouve désarçonnée et on ne peut que saluer ce geste de salubrité sécuritaire de la part des forces spéciales françaises, note aujourd'hui au Faso. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est sous le coup de 14h avec nos confrères des langues nationales. À demain, Dieu voulant.